L'année 1852. Dans les couloirs gelés de la cité interdite de Pékin, le vent d'hiver siffle à travers les tuiles dorées, portant avec lui les murmures des concubines qui se blottissent près des braseros de bronze. Yehenara, une jeune femme de 17 ans aux yeux perçants comme l'obsidienne, marche d'un pas ferme vers les appartements impériaux. Ses mains tremblent, mais pas de froid, de détermination. Xiao Lanzi, murmure-t-elle à son eunuque fidèle, un homme frêle aux cheveux grisonnants qui la suit depuis son arrivée au palais. Rappelle-moi pourquoi nous sommes ici. Vous êtes ici pour survivre, maîtresse, répond-il en baissant la voix. L'empereur Xianfeng vous a choisi parmi 1000 candidates. C'est votre chance de sortir de l'ombre. Yehenara, désormais connue sous le nom de noble dame Yi, s'arrête devant les lourdes portes de la Crouge. Derrière ces murs, l'empereur agonise lentement, rongé par l'opium et les défaites militaires contre les puissances occidentales. Les autres concubines l'évitent, effrayées par sa maladie, mais elles voient dans cette situation une opportunité. En pénétrant dans la chambre impériale, l'odeur âcre de l'encens mélangé à celle de la maladie la saisit. L'empereur, un homme de 40 ans au visage émacié, lève vers elle des yeux injectés de sang. « Yi » souffle-t-il. « Vous n'avez pas peur de moi ? » « La peur est un luxe que je ne peux me permettre, votre majesté, » répond-elle en s'agenouillant gracieusement. « Je suis ici pour vous servir, dans la santé comme dans la maladie. » Cette nuit-là, alors que le froid mordant s'infiltre par les fenêtres mal jointes, Yehenara comprend que sa vraie bataille ne fait que commencer. Dans l'ombre, l'impératrice douairière Xian observe, ses lèvres minces esquissant un sourire cruel. Les autres concubines chuchotent déjà, celle-ci ne durera pas l'hiver. Mais Yehenara a un secret que personne ne connaît encore, elle porte l'enfant de l'empereur. Mars 1856. Les premiers bourgeons du printemps percent à peine la glace qui recouvre les jardins impériaux, lorsque les cris de douleur de Yehenara résonnent dans ses appartements privés. Les sages-femmes s'affairent autour d'elle, leurs mains expertes guidant la naissance qui changera le destin de l'Empire. Poussez, noble dame, encourage la sage-femme en chef, une vieille femme ridée aux yeux bienveillants. L'enfant veut naître. Dans les couloirs adjacents, Xiao Lanzi fait les 100 pas, ses robes de soie bruissant contre les murs de marbre froid. Il sait que cette naissance déterminera l'avenir de sa maîtresse. Un fils signifierait le pouvoir, une fille, l'oubli. L'impératrice douairière Xian arrive, entourée de ses suivantes, son visage impassible cachant mal son inquiétude. À 55 ans, elle règne sur le harem d'une main de fer depuis 20 ans, mais elle presse que cette jeune concubine ambitieuse pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir. Comment va-t-elle ? Demande-t-elle à l'eunuque en chef. Les douleurs durent depuis l'aube, votre majesté, répond-il en s'inclinant profondément. Mais noble dame Yi est forte. Soudain, un cri perçant déchire l'air hivernal, suivi du vagissement d'un nouveau-né. Les sages-femmes se précipitent, et l'une d'elles sort précipitamment de la chambre, le visage rayonnant. Un prince, annonce-t-elle. Noble dame Yi a donné naissance à un prince. Le silence qui suit cette annonce est plus glacial que le vent de mars. Xian serre les poings dans ses manches brodées. En une nuit, Yehenara vient de devenir la mère du futur empereur de Chine, catapultant sa position de concubine de rang moyen à celle de future impératrice douairière. Dans sa chambre, épuisée mais triomphante, Yehenara berce son fils. Zéchin, murmure-t-elle, lui donnant le nom qui signifie héritage perpétuel. Tu seras empereur, mon fils. Et moi, je serai celle qui gouvernera à travers toi. À travers les murs du palais, les nouvelles se répandent comme un incendie. La concubine y n'est plus une simple survivante du harem. Elle est désormais l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire. Mais avec le pouvoir viennent les ennemis, et les nuits glacées de la cité interdite n'ont jamais été aussi dangereuses. Août 1861. L'empereur Xianfeng agonise dans son palais d'été de Shande, fuyant l'humiliation de voir les troupes anglo-françaises occuper Pékin. Dans sa chambre aux tentures de soie jaune, l'odeur de la mort se mêle à celle de l'encens de santal. Yehenara, désormais concubine impériale Yi, veille à son chevet, tenant la main moite de l'homme qui lui a donné le pouvoir. Yi, souffle l'empereur, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Notre fils, protège-le. Les ministres. Suchin, ils vont essayer. Je sais, votre majesté, répond-elle en serrant sa main. J'ai tout entendu. Ils veulent écarter Zéchin du trône. L'empereur tente de se redresser, ses yeux injectés de sang fixant intensément ceux de Yehenara. Le sceau impérial, cache-le. Ne laisse jamais Suchin. Sa phrase reste inachevée. L'empereur Xianfeng vient de rendre son dernier souffle, laissant un empire en ruine et un fils de 5 ans comme héritier. Immédiatement, l'agitation s'empare du palais. Suchin,
le ministre le plus influent et oncle de l'empereur défunt, arrive avec ses alliés, leurs visages graves cachant mal leurs ambitions. Grand, imposant, avec une barbe noire soigneusement taillée, Suchin a passé des années à consolider son pouvoir, attendant ce moment précis. Noble dame Yi, dit-il avec un sourire faux, je comprends votre douleur. Mais les affaires de l'État ne peuvent attendre. En tant que régent désigné par Sa Majesté défunte, je dois immédiatement prendre les rênes du gouvernement jusqu'à la majorité du jeune empereur. Yehenara le fixe, son visage demeurant impassible malgré la rage qui bouillonne en elle. Ministre Suchin, je crains qu'il y ait un malentendu. Elle sort alors de ses manches brodées un objet qui fait pâlir tous les hommes présents. Le sceau impérial personnel de l'empereur, celui sans lequel aucun décret ne peut être validé. Sa Majesté m'a confié ceci avant de mourir, annonce-t-elle calmement. Selon la tradition ancestrale, la mère de l'empereur héritier devient automatiquement régente jusqu'à la majorité de son fils. Suchin serre les mâchoires, comprenant qu'il a été surpassé par une femme qu'il avait sous-estimée. Noble dame, vous ne comprenez pas les complexités du gouvernement. Détrompez-vous, ministre, l'interrompt Yehenara en se levant majestueusement. J'ai passé 5 années à observer, écouter et apprendre. Je sais exactement qui sont mes alliés et qui sont mes ennemis. Dans l'ombre, Xiaolan Zi observe la scène avec admiration et terreur. Sa maîtresse vient de déclarer la guerre aux hommes les plus puissants de l'Empire. Les nuits glacées qui l'attendent ne seront plus seulement froides, elles seront mortelles. Août 1861. L'empereur Xianfeng agonise dans son palais d'été de Shande, fuyant l'humiliation de voir les troupes anglo-françaises occuper Pékin. Dans sa chambre aux tentures de soie jaune, l'odeur de la mort se mêle à celle de l'encens de santal. Yehenara, désormais concubine impériale Yi, veille à son chevet, tenant la main moite de l'homme qui lui a donné le pouvoir. Yi, souffle l'empereur, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Notre fils, protège-le. Les ministres. Suchin, ils vont essayer. Je sais, votre majesté, répond-elle en serrant sa main. J'ai tout entendu. Ils veulent écarter Zéchin du trône. L'empereur tente de se redresser, ses yeux injectés de sang fixant intensément ceux de Yehenara. Le sceau impérial, cache-le. Ne laisse jamais Suchin. Sa phrase reste inachevée. L'empereur Xianfeng vient de rendre son dernier souffle, laissant un empire en ruine et un fils de 5 ans comme héritier. Immédiatement, l'agitation s'empare du palais. Suchin, le ministre le plus influent et oncle de l'empereur défunt, arrive avec ses alliés, leurs visages graves cachant mal leurs ambitions. Grand, imposant, avec une barbe noire soigneusement taillée, Suchin a passé des années à consolider son pouvoir, attendant ce moment précis. Noble dame Yi, dit-il avec un sourire faux, je comprends votre douleur. Mais les affaires de l'État ne peuvent attendre. En tant que régent désigné par Sa Majesté défunte, je dois immédiatement prendre les rênes du gouvernement jusqu'à la majorité du jeune empereur. Yehenara le fixe, son visage demeurant impassible malgré la rage qui bouillonne en elle. Ministre Suchin, je crains qu'il y ait un malentendu. Elle sort alors de ses manches brodées un objet qui fait pâlir tous les hommes présents. Le sceau impérial personnel de l'empereur, celui sans lequel aucun décret ne peut être validé. Sa Majesté m'a confié ceci avant de mourir, annonce-t-elle calmement. Selon la tradition ancestrale, la mère de l'empereur héritier devient automatiquement régente jusqu'à la majorité de son fils. Suchin serre les mâchoires, comprenant qu'il a été surpassé par une femme qu'il avait sous-estimée. Noble dame, vous ne comprenez pas les complexités du gouvernement. Détrompez-vous, ministre, l'interrompt Yehenara en se levant majestueusement. J'ai passé 5 années à observer, écouter et apprendre. Je sais exactement qui sont mes alliés et qui sont mes ennemis. Dans l'ombre, Xiaolan Zi observe la scène avec admiration et terreur. Sa maîtresse vient de déclarer la guerre aux hommes les plus puissants de l'Empire. Les nuits glacées qui l'attendent ne seront plus seulement froides, elles seront mortelles. Septembre 1861. De retour à la cité interdite après les funérailles de l'empereur, l'atmosphère dans le harem est plus tendue que jamais. Yehenara, officiellement proclamée impératrice douairière Cixi, compassion et joie, c'est qu'elle ne peut gagner seule contre Suchin et sa faction. Elle a besoin d'un allié inattendu, l'impératrice douairière Xian. Dans les jardins d'hiver du palais, où les chrysanthèmes persistent malgré le froid naissant, les deux femmes se rencontrent pour la première fois en tant qu'égales. Xian, femme de 46 ans aux manières raffinées et au regard perçant, observe cette jeune ambitieuse qui a bousculé l'ordre établi. Vous réalisez, commence Xian en versant le thé dans des tasses de porcelaine bleue et blanche, que Suchin nous manipule toutes les deux. Il espère que nous nous entredétruirons pendant qu'il consolide son pouvoir. Cixi, vêtue de soie pourpre bordée d'or, acquiesce lentement.
J'ai pensé la même chose. Hier, j'ai intercepté une correspondance entre lui et le gouverneur du Zili. Il prépare un coup d'État. Comment? Demande Sian, sa voix trahissant son inquiétude pour la première fois. Il compte nous déclarer incompétents à gouverner, invoquer des précédents historiques et installer un conseil de régence entièrement masculin. Notre jeune empereur deviendrait leur marionnette. Le silence tombe entre les deux femmes. Dehors, le vent fait claquer les branches dénudées des saules pleureurs. Sian pose sa tasse et regarde directement Sixi. Vous proposez quoi exactement? Une alliance, répond Sixi sans hésitation. Vous avez l'ancienneté et le respect des anciennes traditions. Moi, j'ai l'audace et la détermination. Ensemble, nous sommes plus fortes que n'importe quel homme de cette cour. Sian réfléchit longuement. Elle a gouverné dans l'ombre pendant des années, préférant la stabilité aux grands bouleversements. Mais cette jeune femme a raison, leur survie dépend de leur union. Soit, déclare-t-elle finalement. Mais à une condition, nous gouvernons ensemble, en tant que co-régentes. Aucune décision importante ne sera prise sans l'accord des deux. Accepté, répond immédiatement Sixi. Cette nuit-là, dans leurs appartements respectifs, les deux impératrices préparent leur contre-attaque. Sixi convoque Xiao Lanzi et d'autres eunuques fidèles. Sian mobilise ses contacts parmi les anciens ministres loyalistes. Maîtresse, murmure Xiao Lanzi, Suchin a des espions partout. Comment pouvons-nous agir sans qu'ils le découvrent? Sixi sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Parce que nous allons frapper là où il s'y attend le moins. Et nous allons utiliser l'arme la plus ancienne du monde, la surprise. Au même moment, dans sa résidence, Suchin étudie les cartes de l'Empire, convaincu que sa victoire est assurée. Il ne sait pas encore que deux des femmes les plus intelligentes de Chine viennent de s'allier contre lui, et que son règne de l'ombre touche déjà à sa fin. Novembre 1861. L'hiver s'installe brutalement sur Pékin, et avec lui, le moment décisif tant attendu par les deux impératrices. Suchin et ses alliés, convaincus de leur supériorité, ont prévu d'organiser une réunion du Conseil impérial pour officialiser leur prise de pouvoir. Ce qu'ils ignorent, c'est que Sixi et Sian ont passé des semaines à préparer minutieusement leur riposte. Dans les appartements secrets de Sixi, une réunion clandestine se tient aux premières heures de l'aube. Autour d'une table laquée rouge, les conspiratrices finalisent leur plan. Xiao Lanzi, nerveux, manipule des documents officiels cachés dans ses manches. Le général Ronglu est-il en position? Demande Sixi à voix basse. Oui, maîtresse, répond l'eunuque. Ses troupes loyalistes entourent discrètement la résidence de Suchin. Au signal, ils agiront. Sian, habituellement posé, ne peut cacher sa tension. Et l'édit d'arrestation, rédigé et authentifié avec le sceau impérial, confirme Sixi en sortant un rouleau de soie jaune. Suchin et ses complices seront accusés de haute trahison, tentative de coup d'État et corruption. Les preuves sont irréfutables. Le plan est audacieux. Pendant que Suchin croira assister à une réunion de routine du Conseil, les troupes loyalistes l'arrêteront ainsi que ses principaux alliés. Les deux impératrices prendront alors officiellement le pouvoir en tant que co-régentes. À midi, dans la grande salle du Conseil au toit aux tuiles dorées, Suchin arrive avec ses 8 complices, tous vêtus de leurs robes de cour brodées de dragons. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension qu'ils attribuent à l'importance de cette journée historique. Messieurs, commence Suchin avec assurance, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour l'Empire. Les femmes du harem vont enfin retourner à leurs appartements, et les hommes reprendront les rênes du gouvernement. Ces paroles sont accueillies par des hochements de tête satisfaits. Mais soudain, les lourdes portes de la salle s'ouvrent avec fracas. Les deux impératrices douairières entrent majestueusement, suivies du général Ronglu et de 50 soldats en armes. Le silence qui suit est assourdissant. Suchin pâlit, comprenant immédiatement qu'il est tombé dans un piège. Ministre Suchin, déclare Sixi d'une voix claire et ferme, par ordre impérial, vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison envers la couronne. C'est impossible, s'écrie-t-il en se levant brusquement. Vous n'avez pas l'autorité. Détrompez-vous, l'interrompt Sian en déroulant l'édit officiel. En tant qu'impératrice douairière et co-régente légale de l'empereur Tongzi, nous avons pleine autorité. Vos conspirations ont été découvertes et documentées. Les soldats avancent. Suchin, dans un dernier sursaut de défi, tente de résister, mais il est rapidement maîtrisé. Ses complices, terrifiés, se rendent sans combattre. Vous ne vous en sortirez pas, crie Suchin tandis qu'on l'emmène. L'Empire ne peut être gouverné par des femmes. L'Empire sera gouverné par celles qui sont assez intelligentes pour le mériter, répond calmement Sixi. Ce soir-là,
tandis que la neige commence à tomber sur la cité interdite, les deux impératrices se retrouvent seules dans la salle du trône. Elles ont gagné, mais elles savent que la vraie bataille ne fait que commencer. Décembre 1861. Un mois après le coup d'État, l'hiver règne en maître sur la cité interdite. Dans la cour d'exécution, silencieuse et recouverte de neige immaculée, Suchin et ses principaux complices viennent de payer de leur vie leur tentative de prise de pouvoir. Mais pour Cixi, cette victoire a un goût amer. Dans ses appartements privés, éclairés seulement par la lueur vacillante des bougies, elle contemple par la fenêtre les toits enneigés du palais. Son fils Zéchin, maintenant empereur Tongzi âgé de 6 ans, dort paisiblement dans la chambre adjacente, ignorant tous des sacrifices consentis pour préserver son trône. Xiao Lanzi entre silencieusement, portant une dépêche urgente. Son visage habituellement serein trahit une inquiétude profonde. « Maîtresse, murmure-t-il, des nouvelles troublantes arrivent de tout l'Empire. » Cixi se tourne vers lui, remarquant immédiatement la gravité de son expression. « Parle. » La rébellion Taiping s'intensifie dans le sud. Les rebelles ont pris Nankin et menacent Shanghai. Aux frontières, les puissances occidentales exigent de nouveaux traités commerciaux. Et il hésite. Et les gouverneurs de province remettent en question votre légitimité. Certains refusent d'appliquer vos décrets, prétextant qu'une femme ne peut gouverner l'Empire. Cixi ferme les yeux, sentant le poids énorme de ses nouvelles responsabilités. En éliminant Suchin, elle a certes sauvé le trône de son fils, mais elle a aussi hérité d'un empire en pleine décomposition. Un bruit de pas léger dans le couloir annonce l'arrivée de Xian. Les deux femmes se sont rapprochées depuis leur alliance, développant une relation complexe, mêlant respect mutuel et rivalité latente. « Je ne peux pas dormir non plus », avoue Xian en s'asseyant près du brasero. Chaque décision que nous prenons est scrutée, critiquée, remise en cause. Parfois, je me demande si Suchin n'avait pas raison. « Raison sur quoi ?» demande sèchement Cixi. « Sur le fait qu'une femme ne peut peut-être pas gouverner seule un empire de 400 millions d'habitants. » Le silence qui suit cette déclaration est pesant. Dehors, le vent hivernal fait claquer les volets, comme un rappel constant de l'isolement de leur position. « Xian, dit finalement Cixi, nous n'avons pas le choix. Si nous faiblissons, si nous montrons le moindre signe de faiblesse, nos ennemis se jetteront sur nous comme des vautours. Nous devons être plus fortes, plus intelligentes et plus impitoyables que n'importe quel homme de cette cour. » « Mais à quel prix ?» demande Xian. « Déjà, les gens nous surnomment les « dragons de l'Ouest ». Ils nous craignent plus qu'ils ne nous respectent. Cixi se lève et s'approche de la fenêtre. Dans la cour en contrebas, elle aperçoit les traces de pas des gardes dans la neige fraîche, témoins silencieux de la surveillance constante qui les entoure. « Le prix de la survie », répond-elle simplement. « Et si nous devons être des dragons pour protéger cet empire et mon fils, alors nous le serons. » Cette nuit-là, tandis que la température chute encore, les deux impératrices comprennent que leur victoire sur Suchin n'était que le commencement. Les vraies épreuves les attendent, et les nuits glacées du harem sont loin d'être terminées. 47 années ont passé depuis cette nuit glaciale où Cixi a pris le pouvoir. L'impératrice qui a défié le destin agonise maintenant dans son lit de dragon sculpté, entourée des mêmes murs de la cité interdite qui l'ont vu triompher et souffrir. À 73 ans, son visage porte les stigmates d'un demi-siècle de règne absolu. Ses yeux, jadis perçants comme l'obsidienne, se voilent lentement, mais son esprit demeure lucide jusqu'à la fin. Xiao Lanzi, maintenant un vieil homme courbé par l'âge et la loyauté, s'approche de son chevet. Il est le seul survivant de cette époque lointaine où une jeune concubine ambitieuse complotait dans l'ombre. « Maîtresse, murmure-t-il, l'empereur Puyi vous demande une dernière audience. » Cixi sourit faiblement. Puyi, son arrière-petit-neveu de 3 ans, est le dernier empereur de la dynastie Qing, choisi par elle-même comme successeur après la mort mystérieuse de l'empereur Guangxu, survenue étrangement un jour avant la sienne. « Fais-le entrer », souffle-t-elle. L'enfant empereur entre, intimidé par l'atmosphère solennelle. Cixi le regarde avec une tendresse mêlée de mélancolie, voyant en lui la continuation d'un empire qu'elle a maintenu à bout de bras pendant des décennies. « Puis, dit-elle d'une voix faible mais ferme, souviens-toi que le dragon peut dormir, mais il ne meurt jamais. L'empire que je te laisse est fragile, mais il porte en lui la force de 1000 ans de tradition. » L'enfant hoche la tête sans vraiment comprendre, mais quelque chose dans le regard de la vieille impératrice grave à jamais ses paroles dans sa mémoire. Après le départ de Puyi, Cixi reste seule avec ses souvenirs. Elle repense à cette nuit de 1861 où elle tremblait de froid et d'ambition, tenant pour la première fois le sceau impérial. Elle se souvient de Suchin et de ses complices, de Xian morte depuis des années, des guerres, des réformes, des victoires et des défaites. « J'ai survécu »,
murmure-t-elle dans un dernier souffle. Contre tous et contre tout, j'ai survécu. Dehors, la neige tombe à nouveau sur la cité interdite, comme en écho à toutes ces nuits glacées où une femme seule a tenu tête à un empire. L'impératrice douairière Cixi s'éteint paisiblement, emportant avec elle les secrets d'un règne qui a marqué l'histoire de la Chine à jamais. 3 ans plus tard, la République de Chine sera proclamée, mettant fin à plus de 2000 ans de règne impérial. Mais l'histoire retiendra le nom de celle qui, par sa volonté de fer et son intelligence redoutable, a maintenu la dynastie Qing pendant un demi-siècle, défiant tous ceux qui pensaient qu'une femme ne pouvait gouverner l'empire du milieu. Dans les couloirs désormais silencieux du palais, les fantômes du passé murmurent encore son nom. Cixi, l'impératrice qui a défié le destin dans les nuits glacées du harem Qing.